Sud Radio, le débat de la semaine. Comprenez-vous ces contestations sociales qui fleurissent un peu partout en France, alors que la grève des raffineries se poursuit dans certains endroits en France, que la pénurie de carburant se poursuit aussi, alors que certains, comme l'une de nos invitées, s'apprêtent à marcher demain pour dénoncer la vie chère et la politique du gouvernement. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'inquiétude qui semble se répandre dans la société française? On en débat avec nos trois invités qu'on accueille avec plaisir. Charles Sitzenstuhl, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Daniel Simonet. Bonjour à vous. Bonjour. Député Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale de Paris. Et Pierre Gentillet est avec nous. Bonjour Pierre Gentillet. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Je le disais, une contestation qui semble poindre un petit peu partout. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur cette décision du gouvernement qui a été, si j'ose dire, validée par la justice, au moins à 2 reprises. C'est le fait de réquisitionner le personnel gréviste dans certains lieux qui étaient en grève où un accord avait été voté majoritairement. Les contestations, les réquisitions qui sont extrêmement contestées par la CGT. Est-ce que vous appelez le gouvernement à poursuivre ce genre de mesures? Charles Sitzenstuhl, pardonnez-moi. Il faut les poursuivre lorsque ça sera nécessaire. C'est ce que la Première ministre avait annoncé dès mardi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Pendant quelques jours, certaines personnes, et notamment la CGT, ont voulu faire croire que ces décisions étaient illégales. Et les tribunaux administratifs ont bien montré que ces décisions étaient légales. Pourquoi ? Parce que quand l'ordre public ou que les besoins de la nation sont menacés, il est légitime que l'État puisse faire des réquisitions. Donc pas de grève quand l'ordre public est menacé et quand en plus le dialogue social a été respecté dans les formes. La grève est un droit constitutionnel, on a le droit de faire grève, personne ne le remet en question, mais la loi permet également, lorsque le droit de grève peut bloquer la vie de millions de Français, de procéder à des réquisitions. Daniel Simonet. Alors non, évidemment, je suis en total désaccord avec cela. Le droit de grève est constitutionnel. Quelle est la situation dans les raffineries et les dépôts? Il ne s'agit pas de blocus, il s'agit vraiment de grève d'assemblée générale où les travailleurs votent et décident de la grève et décident donc d'arrêter de travailler. Ce qui, certes, va bloquer la transmission de l'essence possible, la mise à disposition, mais on est sur un droit de grève. D'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy avait en 2010 abusé de la réquisition, qui normalement devrait être circonscrite si vraiment vous n'avez plus d'essence pour les pompiers, pour les ambulances, pour ceux qui relèvent de l'urgence. Et normalement, la réquisition ne doit pas permettre de pouvoir aller livrer les pompes à essence. Donc, en 2010, l'OIT, ensuite, un an après, l'Organisation internationale du travail, avait estimé que la France avait enfreint ce droit essentiel des travailleurs, qui est le droit de grève. Mais on voit bien, en fait, que ce gouvernement est dans une dérive autoritaire systématique. La grève, elle est légitime. Ils exigent une négociation salariale, une augmentation de 10% des salaires face à Total, qui, je le rappelle, fait non seulement des super profits, mais en plus son patron a augmenté son salaire de 50%. Et je pense que si tout le monde est excédé par la difficulté de faire son plein d'instance, tout le monde trouve obscène, complètement scandaleux, que Total ne redistribue pas les profits. Pierre Gentillet. Oui, c'est-à-dire que moi je suis assez en désaccord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que aucun droit n'est absolu. Ça, il faut bien comprendre une chose. Et c'est l'avocat qui le dit. Dans notre système juridique, mais tout le monde sera d'accord, aucun droit n'est absolu. La question, c'est la conciliation de ces droits. Et si le droit de grève est un droit constitutionnel qui est garanti depuis très longtemps, c'est une vieille loi en France qui a qui valeur constitutionnelle en 1946. Bon, il y a pas de doute sur la valeur de ce droit. En revanche, il doit toujours s'exercer avec une certaine conciliation d'autres droits fondamentaux. Et on le voit, les gens, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils parlent de leur liberté de circulation. Et la liberté d'aller et venir, vous savez, c'est une des premières libertés fondamentales en France. Et là, pour le coup, ils ne peuvent plus circuler ou de moins en moins. Eh bien, évidemment, puisque, évidemment, par définition, on est sur un secteur, en plus, on est sur un secteur stratégique. Ouais. C'est pas n'importe quelle grève. C'est une grève qui porte sur le secteur énergétique. En même temps, ils le comprennent, ces gens qui font grève. Et ils comprennent aussi le pouvoir d'influence et le pouvoir de nuisance. Enfin, je dis ça dans un terme assez neutre et objectif, en réalité, qu'ils ont ici sur la société
et le bras de fer qu'ils peuvent engager. Donc je pense qu'il doit y avoir une conciliation. L'exercice de la réquisition me paraît, au regard de la situation, on parle quand même un tiers des stations essence qui sont, alors pas à l'arrêt, mais quasiment à l'arrêt. Donc la situation de pénurie partielle ou quasi-pénurie dans laquelle nous sommes impose ce genre de mesures. Et enfin, une dernière chose sur Total. Alors je suis tout à fait d'accord, Total a fait d'énormes bénéfices, on en parlera sans doute après, mais pour autant, les revendications, une bonne partie des revendications salariales ont été satisfaites. Je veux dire, 7% d'augmentation, des primes de 3 000 à 6 000 euros. Et pardon, donc les salariés de Total sont pas non plus les... Enfin, c'est pas les damnés de la terre, quoi. Je veux dire, c'est pas les moins lotis, quoi. Donc, je pense qu'à un moment, il faut raison garder sur ces sujets. Je pense que ces revendications étaient largement satisfaites. Ça n'a plus rien à voir avec le droit. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on en débat. Ça m'arrive de parler de choses. Permettez-moi de dire que là, ça n'a plus rien à voir avec... Je ne faisais pas qu'un exposé de droit. Et les convictions des uns et les autres sont les bienvenues sur Sud Radio. Restez avec nous dans un instant. La parole à Olivier qui nous appelle au 0826 300 300. Comprenez-vous la poursuite de ce mouvement de grève qui a été annoncé, d'ailleurs confirmé par la CGT aujourd'hui dans les différents sites de Total où elle a lieu. D'ailleurs, je vous précise que le match continue entre les Françaises et les Anglaises du côté de la Nouvelle-Zélande. Et malheureusement, c'est toujours 10-0 pour les Anglaises. Coupe du monde féminine de rugby. On va continuer à suivre ça. On espère la remontada. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat a continué, d'ailleurs, vous ne l'entendiez pas sur Sud Radio, avec nos trois invités, l'avocat au barreau de Paris, Pierre Gentillet, le député Renaissance du Bas-Rhin, Charles Sitzenstuhl, pardonnez-moi, je suis pas alsacien, mais je vous assure que je fais tout ce que je peux, et on va y arriver. Daniel Simonet est avec nous, député France Insoumise de Paris. Je le disais, la contestation qui monte, vous nous écoutez sur Sud Radio. D'ailleurs, je rappelle que les Insoumis et les partisans plus généralement, d'ailleurs, de la gauche, de la NUPES, s'apprêtent à marcher demain pour contester, d'une part, la vie chère, d'autre part, la politique du gouvernement. 0826 300 300. Olivier, vous nous appelez. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous faites partie de ceux qui s'apprêtent, pourquoi pas, à manifester soit demain, soit mardi à l'appel de la CGT pour dénoncer soit la vie chère, soit la politique du gouvernement? Les deux, mon général. Et je vais même dire les trois. Je vais même dire les trois parce qu'en fait, moi j'ai regardé, j'ai vu que sur les sondages, il y avait 42%, une majorité de Français qui soutenaient la grève. Donc il faudrait quand même relativiser un petit peu quand on parle de minorité. Sur le droit, moi je suis quand même assez choqué qu'on respecte les préconisations et l'approche de l'OIT avec des variables en fonction de quand ça nous arrange ou pas. Donc ça me pose un problème de fond. Vous critiquez le fait, je recontextualise un petit peu, le fait que le tribunal administratif, deux tribunaux administratifs aient validé en France, malgré ce que demandait la CGT, le fait que le gouvernement ait réquisitionné des personnels grévistes. Bah ouais, moi je trouve ça très réactionnaire en fait. Moi je suis très choqué parce que je pars du principe que les grévistes ils sont pas payés pour qu'ils arrivent à se mettre aussi longtemps en grève. C'est vraiment que la revendication elle doit être prise au sérieux. Et puis en plus moi j'ai pu remarquer quand même que c'est une spécificité française. On a le patronat le plus dur, c'est-à-dire que dans tous les autres pays d'Europe, tout le monde privilégie la négociation pour ne pas faire la grève. En France, le patronat, tant qu'il n'y a pas de grève, il ne discute pas. Donc ça déjà, culturellement, ça pose des questions. Ensuite, qui est responsable du blocage? On fait toujours passer les grévistes pour des preneurs d'otages. Moi, ça m'agace beaucoup, parce que d'abord, je trouve que l'expression, elle a un côté criminel, quoi, qui ne correspond pas, et on a tendance à criminaliser les syndicalistes. Mais le responsable du blocage, il est des deux côtés de la négociation. Et il y en a un qui a été augmenté à 52% tout seul. Vous parlez du PDG de Total. Bien sûr, avec des profits incroyables. On est dans Moi, ça me choque. Après, on peut discuter du déclin syndical, de la difficulté des syndicats à être vraiment représentatifs. Pour autant, ça reste, le syndicat, c'est avant tout des salariés qui s'organisent et qui revendiquent leurs droits. Et tous nos droits viennent de là. C'est-à-dire que c'est pas un juriste qui se lève le matin et qui dit tiens, si on donnait des droits aux gens. Non, les droits ils viennent de la rue. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, je vais vous dire pourquoi les Français ils soutiennent ça, parce qu'on est dans une telle paupérisation de la société qu'il y a aujourd'hui une solidarité du pauvre. Voilà. Et en tout cas, le message est passé. Daniel Simonet est ravi d'avoir presque recruté un nouvel adhérent. Je pense que c'était un de leurs adhérents. Pourquoi pas d'ailleurs, tout le monde a la parole sur Sud Radio. Merci d'avoir fait passer le message, Olivier. Comme beaucoup de Françaises et Françaises, il est très préoccupé par en plus l'éclatante disparité et inégalité qu'il peut y avoir. Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous nous appelez comme Olivier, 0826 300 300. Tiens, Pierre Gentillet, qui est avocat, a été syndicaliste à 16h, mais c'était un syndicaliste étudiant dans le temps. Est-ce que vous comprenez ce que dit Olivier ?
Bah oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, attendez, je pense que sur le constat, on est tous les trois d'accord autour de la table. Enfin, tous les quatre, même avec vous, je vous englobe. La question, c'est les solutions qu'on va apporter. Et je pense que sur les solutions, c'est là-dessus qu'on va s'écharper. C'est là-dessus qu'on va pas être d'accord. Voilà, c'est quelle fiscalité? Vous, par exemple, vous pensez, je me tourne vers Daniel Simonet, on est à la radio, vous pensez que c'est une augmentation des salaires? Moi, je pense au contraire que c'est une baisse des charges sociales, une baisse des charges patronales. Donc, on voit bien que si on parle, mais non, c'est pas que ça, c'est pas juste. Moi, je suis philosophiquement et mécaniquement, je suis pas vraiment un libéral. C'est juste que là, c'est tellement haut, si vous voulez, à un moment, qu'il va falloir les baisser, si vous voulez. Parce que si vous dites, si on entre dans le débat de fond, c'est-à-dire que si vous dites à un moment, on augmente tous les salaires, c'est très bien, mais ça marche pour les grandes entreprises. Pour les petites entreprises qui n'ont plus de trésorerie, qui sont mais vraiment en baisse, mais on le voit depuis ces 10 dernières années, en particulier avec le Covid, elles ne pourront pas. Ce dont elles ont besoin, c'est un petit peu de respiration fiscale. Et pas au niveau de l'impôt sur les sociétés, parce que généralement, elles le payent quasiment pas. C'est au niveau des charges sociales et des charges patronales. Et là, elles embaucheront. C'est pas une augmentation des salaires. Charles Sittenschul, justement, tiens, on parle d'impôts aussi, c'est jamais loin des salaires. Cette nuit, la France Insoumise, dont Daniel Simonet, ont essayé à un moment de rétablir l'ISF, ça n'a pas pu être le cas à l'Assemblée nationale. Concrètement, il faut quoi? Baisser les impôts ou augmenter les salaires dans ce pays? Il faut faire les deux. Il faut que les augmentations de salaire, elles puissent avoir lieu là où donc vous les entreprises Total a cédé là où mais Total en revenant quand même au sujet. Parce qu'on parlait beaucoup des syndicats. Moi, je pense que beaucoup de Français n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi est-ce qu'un syndicat minoritaire prend en otage le pays? Parce que hier, il y a quand même, il y a eu mais attendez, écoutez, hier, il y a quand même une information importante que nous connaissons tous. C'est qu'il y a un accord majoritaire au niveau de 2 syndicats de Total, CFE, CGC, CFDT, qui ont accepté l'augmentation de 7% des salaires à Total. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient avoir une augmentation de 7% de salaire. Et il y a un syndicat qui continue à refuser, la CGT, qui, je le rappelle, en plus, dans le cas de Total, est minoritaire. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, vous appelez la CGT à céder finalement. Ah oui, il faut mettre fin à cette grève. Les Françaises viennent juste de marquer un essai 5-13. Malgré tout, pour les Anglaises qui continuent à mener match de poule de la Coupe du Monde féminine de rugby. On continue à suivre ce match, mais on continue à débattre aussi. Malgré tout, la CGT, c'est pas fini et pour l'instant, elles sont toujours menées. Malgré tout, la CGT est minoritaire à Total. Alors, en fait, quand une grève est reconduite, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une assemblée générale et vous avez donc les travailleurs dans cette assemblée générale qui décident démocratiquement. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que, et d'ailleurs, les Françaises et les Françaises le comprennent très bien, ça doit être très dur d'attendre des heures pour avoir de l'essence. Moi, je vois par exemple par rapport à une profession qui est directement impactée, la profession des taxis, avec laquelle je suis régulièrement... On a eu les ambulanciers ce matin, c'est pareil. Je suis régulièrement en contact avec les chauffeurs de taxi pour avoir beaucoup soutenu leur mobilisation en 2016. Eux me disent quoi? Oui, c'est impossible pour nous, ça nous empêche de travailler. N'empêche, on est solidaires. On est solidaires parce que nous qui sommes pas salariés, on comprend très bien que c'est inacceptable de voir l'indécence des super profits, le patron de Total qui s'augmente de 50%, qu'il y a 15 jours, 3 semaines, refusait de négocier la hausse des salaires. Et donc oui, il a fallu qu'ils aient recours à la grève, c'est-à-dire y compris au fait de perdre leur salaire pour pouvoir exiger cette redistribution des richesses. Et je vais vous dire, il faut, oui, dans ce pays, augmenter les salaires en commençant par augmenter le SMIC et organiser des conférences salariales, ce que le gouvernement n'a pas voulu faire cet été. Pas voté cet car été. Quand ils ont refusé d'augmenter le SMIC au niveau de l'inflation et d'indexer les salaires sur l'inflation, il en résulte une baisse du pouvoir d'achat. Ensuite, non, il ne faut pas baisser les cotisations parce que c'est notre salaire socialisé. À chaque fois qu'il y a des cotisations patronales et sociales, c'est ce qui permet de financer notre système de sécurité sociale. C'est toute la logique héritée du Conseil national de la résistance qui fait qu'on a un droit au chômage, qu'on a un droit à la retraite, qu'on a un droit à la continuité en fait de salaire quand on est malade. Et cette protection collective, eh bien, il faut absolument la préserver. Et oui, en termes de fiscalité, il faut taxer les super profits, il faut taxer les super dividendes, il faut taxer l'ISF. Et hier soir, à l'Assemblée nationale, mais hallucinant. C'est-à-dire qu'on voit que le gouvernement s'apprête de toute façon à user et abuser du 49.3. En ce moment, le bruit court que ça pourrait être lundi à la reprise à 16h. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Dans l'ordre du jour,
tranquillement. On n'a pas compris. À un moment donné, il y avait plein d'amendements pour aider les plus riches dans l'héritage, bref. Et puis ça traîne. Alors qu'on voyait bien que plus tard, il y aurait nos amendements sur la question du rétablissement de l'impôt sur la fortune. Hein, que le président des riches avait... Vous parlez d'Emmanuel Macron. Le gouvernement, cette nuit, je précise pour ceux qui n'étaient pas à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, le gouvernement a joué la montre pour pas parler de l'ISF. Il s'est mis à parler dans un tunnel pas possible pour que la séance dure le plus longtemps. La présidente de l'Assemblée nationale a refusé notre demande qui était de faire en sorte qu'on soumette au vote le fait que l'agenda de la séance puisse déborder au-delà de minuit pour qu'on puisse voter l'ISF. Donc ils sont totalement antidémocratiques. Ils respectent pas le droit de grève, ils respectent pas la démocratie du Pierre Parlement. Gentillet. Ah non, mais là-dessus, moi je rejoins ce dit. Si on va sur le débat sur les filles, parce que c'est les filles, en réalité aujourd'hui, l'ISF, certes, n'existe plus, mais il y a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Si on va sur ce débat-là et sur la contribution... Vous êtes d'accord avec Daniel Simonet? Moi, alors je suis d'accord avec quelques nuances tout de même, c'est-à-dire que je pense qu'on devrait repenser cet impôt pour le limiter essentiellement à l'impôt sur la fortune mobilière, parce qu'en réalité, ce sont les capitaux mobiliers. Et ça, c'est pas de l'économie productive, c'est de l'économie purement spéculative. C'est celle-là qu'il faut taper. Plus que la pierre, plus que bien évidemment, c'est pas la pierre. Revenons maintenant, parce que je vous ai vu tressaillir. Daniel Simonet disait non, il faut pas baisser les charges. Ah bah oui, bien sûr. Ah non mais là, je dis pas les charges d'ailleurs, je dis les cotisations. Ces deux positions philosophiques, économiques, moi que je comprends, je comprends votre logique. C'est-à-dire que sans travestir votre pensée, la logique de Daniel Simonet et la mienne sont en opposition parce que Daniel Simonet pense que en baissant les charges sociales, en fait, c'est de la cotisation sociale. Donc en fait, c'est la sécurité sociale ici. Donc c'est en du fait, salaire socialisé. Voilà, c'est du salaire socialisé. C'est cette logique-là. Sauf que moi, je pense que si vous voulez. Il faut recréer, pardon, je déteste cette expression, mais c'est le sujet, il faut recréer de la richesse. Et aujourd'hui, quand on a des entreprises qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour, encore une fois, embaucher même au niveau du SMIC, il est nécessaire de jouer sur cet autre levier qui est celui des cotisations sociales et des cotisations patronales. Si vous faites revenir des gens dans l'emploi, parce que les employeurs ont la possibilité de le faire, alors à ce moment-là, mécaniquement, vous allez logiquement accroître les recettes et même augmenter les recettes des cotisations sociales et du salaire social différé dont vous parliez. Donc je pense que c'est dans cet ordre-là que nous devons raisonner parce que de toute façon, nous n'avons pas la capacité. S'il s'agit toutefois d'augmenter le salaire minimum pour les grandes entreprises, celles qui ont de la trésorerie, c'est pour ça que c'est important de faire toujours le distinguo, par exemple, mais on va en parler, entre les petites entreprises, les TPE, PME et les grandes entreprises. À ce moment-là, oui, on peut engager ce débat, mais je pense que... c'est l'inverse, hein. Les TPE, PME payent bien mieux leurs salariés que les grandes entreprises. Oui, mais elles ne peuvent pas embaucher. Elles ne peuvent pas embaucher. Vous demandez à un petit artisan... Leur carnet de commandes va dépendre directement du pouvoir d'achat. Quand on fait notre marche contre la vie chère, vous allez en parler demain, de dimanche à 14h à Nation, c'est justement parce qu'il faut organiser la redistribution des richesses. Le problème des TPE, PME... Avant d'organiser la redistribution des richesses, organisons la création de richesses. C'est le carnet de commandes, parce que le pouvoir d'achat baisse. Et le carnet de commandes il est inacceptable que les grosses boîtes comme Total ne payent pas d'impôts. Et là-dessus, vous êtes d'accord. Et le carnet de commandes des uns et des autres, pour l'instant, est en train de souffrir de la situation, d'ailleurs, géopolitique et économique. Restez avec nous, la parole à la majorité dans un instant. Charles Sitzenstuhl, vous aurez la parole, député Renaissance du Bas-Rhin. Décidément, Pierre Gentillet est toujours avec nous, avocat au barreau de Paris, et Daniel Simonet. 0826 300 300. Est-ce que le gouvernement doit passer en force en utilisant le 49.3 à l'Assemblée nationale? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine avec nos trois invités. Charles Sitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Nous sommes avec Daniel Simonet, député France Insoumise de Paris, et Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h dans Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons parler du gouvernement qui s'apprête à passer en force à l'Assemblée nationale, probablement dans la mesure où il n'a pas de majorité absolue et qui fera probablement usage de l'article 49.3. Avant ça, revenons sur ce qui a divisé la majorité cette semaine. C'était assez inattendu d'ailleurs. C'était un vote sur les super profits. On a vu des députés de la majorité faire cause commune avec des députés de l'opposition, notamment de la France Insoumise, comme Daniel Simonet. Charles Sitzenstuhl, faut-il taxer les super profits ?
Alors, sur cette affaire, deux choses. La première, c'est que il y a un débat au sein de la majorité. C'est-à-dire qu'on l'a vu. Vous n'avez pas voté pareil. On aime bien toujours nous caricaturer. Et on est trois groupes au sein de la majorité, groupe Renaissance, groupe Modem, groupe Horizon. Et il y a des débats internes à la majorité. Donc sur ce sujet, il y a effectivement eu deux votes au sein de la majorité. Moi, je n'ai pas voté la proposition de mon collègue Modem. Parce que je pense, ce qui fait la réussite de notre politique économique depuis 5 ans, c'est la stabilité fiscale. Nous avons fait une grande réforme fiscale en 2017, notamment suppression de l'ISF, prélèvement forfaitaire unique à 30%, baisse de l'impôt sur les sociétés. Et on voit que cette politique fiscale, elle a produit des résultats, puisque nous avons de la croissance, que nous sommes dans les tendances sur une croissance qui restera normalement positive l'année prochaine, alors que nous avons plusieurs de nos partenaires de la zone euro qui vont être en récession, que le chômage baisse, il est à des niveaux moi que j'avais jamais vu de ma vie, que beaucoup d'entreprises ont des carnets de commandes qui sont pleins, peinent à trouver de la main-d'œuvre, et ça c'est la preuve d'une économie française qui a des fondamentaux solides. Et que en matière de fiscalité, ce qui était un des grands problèmes français, c'était que quasiment tous les ans, on changeait notre politique fiscale et on a besoin de stabilité fiscale. Là, je pense que cette proposition ne va pas dans le bon sens parce qu'elle introduit de nouveau de l'instabilité fiscale, et donc c'est pour ça que le groupe Renaissance, on n'a pas voté cette proposition de nos collègues. Même si certains de vos collègues, d'ailleurs, y compris à l'intérieur du groupe Renaissance, étaient plutôt favorables. Il y a eu des débats même à l'intérieur de votre propre groupe. Pierre Gentillet. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une réflexion au niveau européen sur ces sujets. C'est-à-dire que même le Royaume-Uni qui est pas spécialement un pays communiste, qui est plutôt un pays historiquement libéral, thatchérien si on veut. Enfin, il n'y a pas que Thatcher au Royaume-Uni, mais voilà, ils ont accepté cette taxe sur le superprofit qui, je crois, est à hauteur de 25% et au-delà d'un certain seuil, je ne sais pas convertir, excusez-moi, entre euro et pound. La Hongrie l'a fait également, l'Allemagne y réfléchit. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que moi, j'entends l'argument du député de la majorité sur la stabilité fiscale, et je vous rejoins tout à fait. Mais là, deux contre-arguments. Un, on est sur une situation exceptionnelle. Un contexte social exceptionnel, un contexte international qui a des effets, la guerre en Ukraine, sur le prix de l'essence exceptionnel, et évidemment, tout ça a donné des profits exceptionnels pour Total. Donc je pense qu'il n'est pas superflu d'envisager une taxe exceptionnelle sur les superprofits. Mais il est important de bien délimiter cette taxe. C'est-à-dire que cette taxe-là, déjà, elle ne doit pas s'appliquer que sur Total. Je vous rappelle qu'en France, quand on fait une loi ne peut pas s'appliquer sur une seule personne morale ou une seule personne physique. C'est au moins un secteur d'activité. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est très bien, mais on pourrait aussi, en plus de cette taxe, ou justement en alternative, permettre à ces grandes entreprises soit de payer cette super taxe qu'on délimiterait, soit d'investir le surplus de bénéfices qu'ils ont fait. On parle de 36 milliards pour la fin de l'année 2022, de bénéfices. Donc du coup, on pourrait aussi proposer à ces entreprises soit de payer une super taxe, soit d'investir, d'investir dans de l'emploi, d'investir dans de la création de sociétés. Une alternative. Voilà, une alternative. En fait, le plus important, si vous voulez, c'est pas le profit qui dérange. Le problème, c'est à quoi est-ce qu'on affecte ce profit. Si ce profit il est affecté à du rachat d'actions, si ce profit il est affecté à de la spéculation financière, évidemment, non, c'est pas bon pour l'économie réelle. C'est quoi un super profit pour vous, Daniel Simonet ? Alors justement, on était dans un débat où Bruno Le Maire disait en juillet, mais moi je ne vois pas ce que c'est que les super profits. Donc il y a eu une mission flash que nous avons demandé sur la question des super profits. Et c'est important de comprendre par exemple que dans le cadre de la crise énergétique, les super profits Total ne sont pas liés à tout d'un coup des super innovations ou une augmentation du coût de production. Non, on est simplement sur les conséquences d'une rente de pénurie et d'une explosion spéculative. Et qui l'a payé ? En gros, la hausse du prix du pétrole. Exactement. Et qui paye la hausse du prix ? Ceux qui payent à la pompe. Et donc, on se retrouve marron 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que finalement, vous payez plus quand vous êtes citoyen à la pompe. Par ailleurs, toutes les entreprises du CAC 40 qui ont fait ces super profits sont celles qui captent le plus d'aides de l'État. Je veux dire, les 150 milliards d'euros d'aide publique annuelle vers ces entreprises, c'est surtout ces grandes entreprises qui les captent. Donc, c'est de l'argent du contribuable. Et in fine, c'est celles qui payent le moins d'impôts. Je rappelle que Total, quand ils sont 18 milliards de super profits... Emmanuel Macron avait rappelé qu'il ne faisait pas ces super profits, la plupart d'entre eux, en France, et que ces profits étaient faits ailleurs. Écoutez, n'empêche, ils ne payent pas d'impôts en France. C'est totalement scandaleux. Donc,
nous, ce que l'on demande, c'est une taxe sur les super profits qui ne se limite pas du tout à Total. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut faire une taxe sur les super profits de toutes les entreprises qui font justement ces super profits. Et nous avons remporté à l'Assemblée nationale une victoire, je dirais idéologique, parce qu'on est loin d'une taxe sur les super profits. Hein. C'est une taxe sur les super dividendes qui a été votée, qui existait déjà et qui est passée de 30 à 35% et qui est extrêmement limitée. Mais ce qui est important, c'est que on voit que le Parlement a changé. C'est difficile pour la minorité présidentielle. Parce qu'elle doit reconnaître à la fois qu'elle n'est pas majoritaire, qu'elle peut perdre des votes, et que, y compris, elle est obligée non seulement de respecter le débat dans le Parlement, mais aussi au sein même de sa majorité, puisque au sein même du groupe macroniste, ça a volé. Il y a certains désaccords. Finalement, puisque vous avez eu des voix issues du MoDem et du groupe Renaissance pour soutenir la taxe. Ce qui nous amène à cette autre question, puisque c'est probablement l'actualité qui devrait, en tout cas, animer la scène politique cette semaine. La majorité n'est plus certaine sur tous les votes. On l'a constaté sur les super profits. Charles Sitzenstuhl, et effectivement, les Français l'ont voulu. Le gouvernement risque d'être obligé d'utiliser, comme dit Raymond Barre au bazooka, l'article 49.3 pour menacer l'Assemblée de censurer le gouvernement si jamais un vote ne passe pas. Est-ce qu'il doit le faire ? Écoutez, moi j'aime pas ces termes de menace ou du 49.3. L'article 49.3, il est dans la Constitution de la 5e République. Ensuite, au mois de juin, les Français ont voulu une assemblée complètement nouvelle que nous n'avions jamais connue, qui est qu'aucun groupe ne dispose de la majorité absolue. Tout le monde est minoritaire en réalité. Et que donc, les majorités, elles se construisent bien sûr autour des 3 groupes de la majorité relative qui soutiennent le président de la République, mais que pour voter les textes, nous avons besoin que certains députés et certains groupes nous rejoignent. Le problème que nous avons sur l'examen du budget, contrairement à cet été, c'est que sur l'examen du budget maintenant, tous les groupes d'opposition ont dit, avant le début de l'examen du texte, qu'ils voteront contre pour des raisons budget. Différentes. Donc il y a une contradiction majeure de la part des groupes d'opposition. Je ne pense pas spécifiquement d'ailleurs à vous, Madame Simonet, ou au Rassemblement National, mais je pense plutôt aux groupes d'opposition qui se disent constructifs et qui cet été ont voté les textes avec nous. Je pense notamment aux Républicains, peut-être aussi au Parti Socialiste. Cet été, ils ont été capables de nous rejoindre sur certains textes parce qu'ils étaient bons pour les Français. Et là non, avant que le débat commence, donc, le gouvernement ils ont dit on ne votera pas le budget. Donc franchement, c'est un dialogue d'hypocrite. Et la France a besoin d'un budget, on doit voter les mesures et la Constitution nous donne la possibilité, enfin plutôt au gouvernement, de passer en force. D'utiliser cet article. C'est pas un passage en force, c'est dans la Constitution. De passer en force en respectant la Constitution. C'est constitutionnel. Et le gouvernement engage sa confiance d'ailleurs lors du 49.3. Pierre Gentillet. Ah, bien sûr. Le gouvernement engage la confiance. Il s'expose au risque d'une motion de censure. Mais alors peut-être expliquer. Je sais que c'est un petit point de droit, mais c'est très important de comprendre que en réalité il n'y a quasiment aucune chance qu'une motion de censure soit votée, à moins que, je dis bien, à moins que les Républicains décident pour une fois d'avoir un peu de courage, ce qui n'arrivera pas, puisque pour voter la motion de censure, il faut la majorité absolue plus une voix, mais que tous ces députés qui votent représentent vraiment, effectivement, plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'ils soient tous présents. Donc sur 589 députés à peu près, c'est 280, je suis pas très bon en maths, 290 à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est pas grave. Donc si vous voulez, il y a très très peu de chances pour que ça arrive, à moins que effectivement les LR ou le Parti socialiste décident de voter la motion de censure. Mais en l'occurrence, je rejoins mon voisin, voilà, député de la majorité. C'est surtout ça, c'est que en fait les Républicains ne sont pas clairs sur leur position. Ils essaient de jouer une opposition. Mais moi, je pense très sérieusement, je dis pas ça pour vous faire plaisir, que sur le fond, ils sont d'accord idéologiquement avec vous, mais ils veulent essayer de jouer et de simuler une opposition. Voilà. Daniel Simonet, si jamais le Rassemblement national dépose une motion de censure, est-ce que vous la voterez ? En fait, la question, elle se pose pas parce que je viens de vous la poser. Non, mais parce que dans les faits, il se passe vous voulez pas répondre ? Non, je vous dis. Est-ce que vous la voterez ? La vérité, c'est que nous allons déposer une motion de censure. Nous avons d'ores et déjà annoncé. Et donc, comme on la déposera, on la votera. Donc, pour nous, le sujet ne se pose pas. Donc, je ne vais pas répondre à des questions sur un sujet qui ne se pose pas. Et par contre, oui, ce recours au 49.3 de la part du gouvernement, moi, je dis c'est l'arme de réquisition, finalement, du Parlement. C'est-à-dire, la réquisition contre les grévistes des raffineries, c'est vraiment le 49.3 antisocial qu'utilise le gouvernement. Et le 49.3, c'est l'arme de réquisition du Parlement. En tout cas,
on voit bien que quand il y a un profond désaccord dans ce pays sur la redistribution des richesses, pour faire court, que ce soit dans le débat au Parlement ou que ce soit dans le débat dans la rue ou dans le dialogue social qui dysfonctionne, parce que encore une fois, s'il y a eu grève, c'est parce que les autres voulaient pas négocier, parce que Total ne voulait pas négocier. Eh bien, l'attitude du gouvernement, c'est l'attitude autoritaire. C'est ça qui est gravissime. Et le 49.3 est peut-être constitutionnel, mais il est antidémocratique. C'est l'abus de pouvoir de la monarchie 5e République. Il reste à voir s'il sera actionné cette semaine, voire lundi, dès 16h, comme la rumeur le dit. C'est probable, même je n'en sais rien. Ne dément pas. Je n'en sais rien. Merci. Marche contre la vie chère, dimanche. Merci voilà. à tous les trois d'avoir débattu sur Sud Radio. Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, Charles Sitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin, Daniel Simonet qui marchera demain avec ses camarades insoumis contre la vie chère, député insoumise de la France insoumise de Paris. Ceux qui payent le prix à la pompe et ceux qui font la queue d'ailleurs pour avoir de l'essence, ce sont les automobilistes.